En 1964, le Congo traverse l'une des périodes les plus instables de son histoire. Le pays n'a obtenu son indépendance que 4 ans plus tôt, et déjà, il est secoué par des rivalités politiques, des luttes d'influence et plusieurs mouvements armés. Parmi eux, un groupe se démarque par son avance rapide et son caractère imprévisible, la rébellion Simba. Leur idéologie mêle discours révolutionnaires et croyances symboliques, ce qui galvanise leurs partisans et crée une atmosphère de profonde incertitude dans les régions qu'ils contrôlent. Lorsque les Simba prennent Stanleyville, aujourd'hui Kisangani, la situation bascule. Les étrangers présents dans la ville, qu'ils soient missionnaires, enseignants, médecins ou ingénieurs, sont arrêtés et regroupés. En quelques jours, plus de 2000 civils se retrouvent sous leur contrôle. Parmi eux, Jacques-Albert Blondiot, ambassadeur de Belgique. Sa capture devient immédiatement un enjeu diplomatique majeur. Déplacé régulièrement et soumis à une pression constante, il ignore ce que les rebelles comptent faire de lui, comme la majorité des otages. En Belgique comme aux États-Unis, l'inquiétude grandit. Les rapports qui parviennent au gouvernement sont confus, mais tous convergent vers la même idée. La situation est instable et pourrait s'aggraver rapidement. Les renseignements indiquent aussi que les chefs rebelles envisagent des mesures radicales en cas d'intervention étrangère. Pour Bruxelles comme pour Washington, une seule conclusion s'impose. Les otages courent un danger réel. Face à cette menace, une idée audacieuse prend forme. Elle repose sur une coopération étroite entre les forces spéciales belges et l'armée américaine. Les États-Unis mettraient à disposition des avions C-130 Hercule capables de transporter des troupes et d'atterrir dans des conditions difficiles. La Belgique enverrait le 1er bataillon de paracommando, une unité d'élite rompue aux interventions rapides et aux environnements instables. L'objectif est clair, mais extrêmement risqué. Atterrir directement à Stanleyville, sécuriser les zones principales de détention, récupérer les otages et repartir le plus vite possible. Cette opération reçoit un nom, Dragon Rouge. Le 24 novembre 1964, 4 C-130 décollent. À bord, les paracommandos se préparent. Le silence règne dans la carlingue. Chacun sait qu'il s'apprête à entrer dans une situation imprévisible, au cœur d'une ville tenue par une rébellion déterminée. Les avions volent à basse altitude pour éviter d'être repérés. À l'approche de Stanleyville, la tension monte. Lorsque les C-130 se posent sur la piste, tout s'enchaîne très vite. La rampe arrière s'abaisse avant même que l'appareil ne soit entièrement immobilisé. Les paracommandos se déploient immédiatement pour sécuriser l'aéroport. La zone doit être contrôlée en quelques instants pour permettre l'arrivée des rotations d'évacuation. Une fois les premiers objectifs atteints, ils s'élancent vers la ville. Les rues de Stanleyville portent les traces visibles de jours d'agitation. Bâtiments endommagés, habitants cachés chez eux, silence inquiet dans certains quartiers, agitation dans d'autres. Les paracommandos progressent rapidement, car leur priorité absolue est d'atteindre l'hôtel Victoria, où un grand nombre d'otages sont retenus. Chaque minute compte. L'opération doit être menée avec une précision absolue pour éviter toute escalade ou toute réaction dangereuse de la part des rebelles. Les paracommandos avancent dans une ville où nul ne peut prédire ce qui les attend derrière la prochaine porte. En approchant de l'hôtel Victoria, les paracommandos entendent déjà les rafales. Les Simba ont compris que l'intervention a commencé. Ils savent ce que cela signifie. Leur ordre est clair, terrible, sans équivoque. Si les forces étrangères entrent dans la ville, les otages doivent être exécutés. C'est exactement ce qui est en train de se produire. Lorsque les soldats belges franchissent les portes de l'hôtel, ils découvrent une scène atroce. Des corps gisent dans les couloirs, abattus quelques minutes plus tôt. Hommes, femmes, parfois même des enfants. Les rebelles ont tiré sur tout ce qui se trouvait devant eux en entendant les avions atterrir. Malgré l'horreur, les paracommandos doivent avancer. Ils fouillent les chambres, forcent les portes, appellent les survivants. Certains otages, tétanisés, sortent lentement de leur cachette. D'autres se jettent dans les bras des soldats. Les paracommandos portent les enfants, soutiennent les blessés, rassemblent les groupes et les escortent vers l'aéroport. Chaque minute peut sauver une vie. Une fois l'hôtel sécurisé, une question revient sans cesse. Où est l'ambassadeur Blondiot? Personne ne le sait. Les rescapés donnent des indications contradictoires. Les paracommandos se divisent en équipes et fouillent les rues. Ils interrogent des habitants, suivent des pistes, entrent dans chaque maison signalée. Plusieurs endroits montrent des signes de départ précipités, mais l'ambassadeur reste introuvable. Pendant ce temps, l'évacuation commence. À l'aéroport, les C-130 embarquent des dizaines d'otages par rotation. Certains éclatent en larmes, d'autres tremblent encore. Les équipages américains donnent de l'eau, des couvertures, des soins. Chaque avion qui décolle est une victoire arrachée au chaos. Mais la mission n'est pas terminée tant que Blondiot n'est pas retrouvé. Finalement, une information cruciale arrive par radio.
une patrouille belge, en position près d'un axe menant vers la périphérie, a intercepté un groupe de civils congolais fuyant les combats. Parmi eux se trouve un homme blanc soutenu par 2 hommes. Les paracommandos l'identifient immédiatement. C'est Jacques-Albert Blondiot. Affaibli, amaigri, mais conscient, il murmure simplement « Vous êtes venu ». Les paracommandos l'escortent vers l'aéroport où il reçoit les premiers soins, accueillis par les otages qui le croyaient perdu. À l'aéroport, les soignants prennent immédiatement en charge l'ambassadeur Blondiot. Il raconte brièvement ses jours de détention, les menaces, les déplacements forcés, les nuits où il pensait ne jamais revoir la lumière du jour. Il explique que des civils congolais ont risqué leur vie pour lui apporter de l'eau. Ces récits touchent profondément les paracommandos présents. Pendant ce temps, les rotations d'évacuation continuent. Les avions décollent les uns après les autres, chargés de survivants. Les familles se retrouvent parfois par hasard dans la soute d'un C-130. Les enfants refusent de lâcher la main des paracommandos. La tension diminue peu à peu, remplacée par un soulagement fragile, presque irréel. Lorsque le dernier otage embarque, les paracommandos reçoivent l'ordre de monter à bord. Ils quittent Stanleyville épuisés, couverts de poussière, mais conscients d'avoir accompli l'une des missions les plus difficiles de leur carrière. Dans l'avion, personne ne parle. Chacun revit mentalement les scènes de la journée, les combats, les otages sauvés, l'hôtel Victoria, l'ambassadeur retrouvé in extremis. À leur retour, la Belgique découvre l'ampleur de l'opération. Les images des otages rescapés, hagards, enveloppés de couvertures, bouleversent le pays. Les témoignages émergent rapidement. Violence, humiliation, privation, mais aussi gestes de solidarité entre Européens et Congolais. Beaucoup racontent que sans l'aide discrète de certains habitants, ils n'auraient peut-être pas survécu. À Washington, Dragon Rouge est salué comme un modèle de coopération militaire parfaitement exécuté. Les pilotes américains sont félicités. Les paracommandos belges acquièrent une réputation internationale. Leur efficacité, leur discipline et leur courage deviennent un exemple cité dans le monde entier. Malgré les débats politiques autour du contexte congolais, une réalité demeure. Grâce à cette opération, plus de 1600 otages ont été sauvés. Dragon Rouge reste l'un des sauvetages les plus audacieux et les plus réussis de l'histoire moderne. Un mélange d'héroïsme, de précision militaire et de détermination humaine face à une tragédie qui aurait pu être totale. Si tu veux découvrir d'autres histoires vraies, intenses et totalement documentées, abonne-toi maintenant et plonge dans les coulisses de l'histoire.